Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 65e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Il ne suffit que d'une seule personne. C'est le titre que j'ai choisi pour cette vidéo. Qu'est-ce que je cherche à partager avec vous cette fois-ci? Alors, je vais vous l'expliquer tout doucement. Je reçois tout type de personnes, j'accompagne tout type de personnes. Je reçois des personnes qui cherchent un accompagnement spirituel. Je reçois des chefs d'entreprise qui ont besoin de quelqu'un avec qui ils peuvent faire du brainstorming ou qui les aide à prendre des décisions. Je reçois des personnes malades qui cherchent à trouver leur voie de passage en trouvant du sens à leur maladie. Je reçois des personnes avec des difficultés multiples, un peu de toutes sortes, dans des degrés de difficultés différents. Et ce dont je voulais vous parler, c'est cette catégorie de personnes qui ont vécu énormément de problèmes, qui ont été bafouées, frappées, violentées ou violées, reniées, oubliées, et qui, malgré toute leur souffrance, ont une force incompréhensible. Vous voyez, le rejet, l'abandon, ça crée des masques qui ne créent pas nécessairement des battants. La trahison et l'injustice, oui, ça peut créer des... Mais quand quelqu'un a été vraiment rejeté, beaucoup rejeté, il est censé perdre au fur et à mesure la confiance en soi. Si la personne a été vraiment beaucoup abandonnée, il se passe de même. La personne devient hyper dépendante. Ce sont des blessures assez importantes. Et pour l'humiliation, c'est pareil. Si quelqu'un a été très humilié, mais il perd complètement le respect de lui-même. Et c'est arrivé que j'ai des personnes qui ont ces trois blessures en particulier de manière très forte et qui sont vraiment en difficulté. Et qui... Voilà, tout simplement. Il arrive aussi des personnes qui ont ces blessures très fortes, mais ça se compense avec les masques forts de la trahison ou de l'injustice, donc le contrôlant et le rigide, qui fait qu'ils ont été blessés, mais leur blessure a créé des masques de battants, en quelque sorte. Mais là, je parle de personnes qui ont eu des parents, des éducateurs, qui n'ont vraiment pas cru en eux. La blessure de rejet, l'abandon très fort et l'humiliation très fort aussi. Et qui n'ont pas nécessairement les autres masques très forts qui leur permettent de s'en sortir. Et quand j'écoute leur histoire, maintenant j'ai l'habitude, mais quand j'écoutais leur histoire, je ne comprenais pas comment ça se fait que ces personnes étaient toujours là. Avec toute la douleur qu'ils ont vécue, tout le reni, tout l'abandon, toute l'humiliation, comment ils ont survécu? Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas supprimés, comme beaucoup d'autres font dans cette situation-là? Le rejet et l'abandon, et même l'humiliation, ce sont des blessures qui peuvent pousser au suicide. Les autres aussi, mais ok, c'est pas la même histoire. J'essaie de schématiser, c'est très difficile parce que tout est entremêlé. Hein? Mais, et très souvent, quand dans l'histoire, les parents étaient trop absents ou trop durs ou trop
trop égoïstes et trop, ouais, pas avec leur enfant, quoi. Ce que je trouve souvent, c'est que il y a quelqu'un, quelque part, ailleurs, qui a cru en eux. Parfois c'est un grand-père, parfois c'est un voisin, mais la plupart du temps, c'est un enseignant. La plupart du temps, c'est quelqu'un à l'école, et c'est un peu logique parce que quand un enfant manque de parents à la maison, il va chercher ce parent à l'endroit où c'est le plus logique. Et il passe quand même entre 12 et 18 ans à l'école, je dirais. Et c'est normal qu'il va chercher à faire un transfert avec un professeur. Et je dirais même dans mon propre histoire, la plupart des professeurs n'étaient pas vraiment intéressants. Mais c'est vrai, quand je regarde bien dans mon histoire, ma mère était absente. Elle m'aimait, mais elle était absente. Elle ne pouvait pas jouer la maman, vraiment. Elle ne pouvait pas me donner de repères. Et mon père était absent aussi. Et quand je regarde dans le passé, c'est vrai, il y a une femme, ma première maîtresse. J'avais 6 ans. C'est ma toute première maîtresse à l'école primaire. C'était Mademoiselle Hemmers. J'aime bien dire son nom. Personne ne la reconnaîtra aujourd'hui parce qu'elle a repris son nom de jeune fille, il me semble. Ou justement, Hemmers, c'est son nom de jeune fille. Elle vit, il me semble, avec son nom de femme mariée. Elle est toujours vivante. Et parfois, elle like mes vidéos. Je ne sais pas si elle comprend parce qu'elle est hollandaise. Et j'étais très amoureux d'elle. Et beaucoup de garçons dans ma classe. Et elle était un repère. Elle était très importante pour moi. Je l'ai eue dans la première classe et dans la quatrième. Donc quand j'avais 6 ans et quand j'avais 10 ans. Et ces 2 années ont été extraordinaires. Et plus tard, bien sûr, j'étais un peu blessé parce que elle me confondait avec des vandales. Il y avait des garçons qui l'embêtaient. Et comme c'était mes copains, elle pensait que j'en faisais partie et ça me touchait beaucoup. Mais cette femme était très importante pour moi. Je sentais que quelque chose en elle croyait en moi. Et je l'ai retrouvée en 2004. Donc, je ne sais pas, 40 ou 50 ans plus tard. Et parfois encore, j'ai contact avec elle. Pas assez à mon goût, parce que je l'aime toujours beaucoup. Elle a cru en moi. En tout cas, moi, je pensais qu'elle croyait en moi. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi au lycée. Mais c'était plutôt dans le sport. C'est le moniteur de sport. Il voyait mes capacités sportives. Mais surtout, celui qui était très important pour moi, c'était mon premier commandant dans l'armée. Où j'avais, je calcule, 21, 20, non, un peu plus, 22, 23 ans. Lui, il a cru vraiment en moi. Et il a fait en moi développer, comment dire, la certitude que j'étais valable. En tout cas, dans un certain domaine. C'est peut-être entre ma maîtresse du primaire et lui, c'est peut-être les 2 personnes les plus importantes dans mon histoire. Ils ont cru en moi, une femme et un homme. Et lui, je l'ai revu il y a 2 ans. Et je l'ai revu aussi il y a 1 an. Et il y a 2 ans, je l'ai revu après longtemps. Il n'était plus dans l'armée. Et je lui dis ce qu'il représentait pour moi, et ce qu'il a représenté pour moi à l'époque. À l'époque, j'étais jeune lieutenant, il était mon capitaine. Et je faisais son travail. Mais jamais il me critiquait, il faisait que me valoriser et valider. Et j'ai terminé en fait en tant que jeune lieutenant à un poste de commandant de compagnie qui est normalement fait pour les capitaines. Et j'avais une très bonne réputation. Quelqu'un a cru en moi. Et je vois ça souvent dans mes accompagnements. Souvent, peut-être c'est un hommage aux professeurs. C'est un métier très très dur. À mon avis, il y a 2 métiers qui sont vraiment sous-estimés. C'est les professeurs
le maître d'école et les infirmières, les personnes qui prennent vraiment soin de nous. Et comme je dis encore une fois, souvent c'est une maîtresse, un professeur qui a cru à quelqu'un que j'accompagne et qui a fait que cette personne a pu, comment dire, équilibrer un tout petit peu la manque de construction. Pourquoi je vous raconte tout ça? Vous savez très bien, si vous avez bien entendu où je vais en venir, c'est que vous pouvez être cette personne autour de vous. Pour les gens que j'accompagne, je le sais parce qu'on me l'a dit, je fonctionne comme ça. J'utilise le transfert. Quand quelqu'un vient me voir, il cherche forcément un papa ou une maman, ou un grand frère, ou quelque chose comme ça. Et je les invite à vivre à fond, je le fais récemment encore, leur transfert. Et bien sûr, il y a une affection de retour qu'on peut appeler un contre-transfert. Et je n'exclus pas le transfert dans mon travail, je l'utilise. Quand j'accompagne quelqu'un, si je veux avoir le même effet que ses parents, en tout cas quelque chose qui s'approche de ça, quelque part c'est plus facile quand je suis important pour la personne. Et ma manière de faire peut me rendre important, ça dépend qui j'accompagne. Parce que je fonctionne comme un ami. Je suis un ami d'un instant, même si on me paie. Et j'invite systématiquement les gens de dire ce qu'ils sentent. Ça arrive que des femmes tombent amoureuses de moi, c'est ok. Et je les accompagne là-dedans. Et ça se défait tout seul, parce qu'ils comprennent le transfert, la projection qu'elles font. Ça se peut qu'il y a des hommes qui ont des sentiments forts pour moi aussi. Et je les invite à l'expression de ce qu'ils ressentent. Parce que le manque du père ou le manque de la mère a pu être tellement fort qu'ils ont tellement perdu confiance en eux-mêmes et se sentent tellement seuls que seulement quelqu'un qui est proche de cette valeur-là peut les aider. Et donc j'entre en amitié avec les gens, j'entre en empathie, je deviens présent à leur histoire. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui m'écrivent régulièrement, je les accompagne, j'ai des séances avec eux, mais il y a des personnes aussi qui m'envoient des mails, voilà, je fais ça aujourd'hui. Ils savent très bien que je donne une toute petite réponse parce que je n'ai pas le temps à répondre à tout le monde, mais je réponds toujours. Et quand je deviens important pour quelqu'un, dans ce cas-là, c'est encore plus facile d'être peut-être cette personne qui croit en eux. Si je suis important et je suis... Et attention, ce n'est pas question d'être important, et j'espère que vous comprenez bien que je ne fonctionne pas avec l'ego là-dedans. En tout cas, j'espère. C'est moi-même que j'accompagne. C'est ce dont j'avais besoin moi-même quand je commençais l'accompagnement. J'avais besoin d'un ami qui me soutient, d'un ami qui sait, qui ne me laisse pas macérer dans ma merde. Et je n'ai pas d'éthique proprement dit. Oui, le seul éthique que j'ai, c'est que tout ce qu'on me dit reste confidentiel. Mais je peux très bien faire massage à quelqu'un que j'accompagne. Je peux très bien aller au cinéma avec quelqu'un que j'accompagne. Je peux très bien aller faire une course avec. La vie n'a pas de limite. Pour moi, des thérapeutes qui ont une éthique limitative, c'est peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est peut-être des thérapeutes qui se protègent. Je n'ai pas besoin de me protéger. Pourquoi me protéger contre moi-même? C'est pas cohérent. Mais surtout, je veux en venir, c'est que si je prends cette importance pour la personne, et encore une fois, je ne cherche pas à être important, non, c'est dans l'accompagnement. Il est logique que si je prends de l'importance, la valeur d'un compliment, d'une valorisation, d'un soutien se multiplie.
quelqu'un qui me dit que je suis bon thérapeute, mais que je ne connais pas, ok, merci. Mais si ma compagne me le dit, ou si mon père pourrait me le dire, ça me donnerait, mais s'il pourrait me le dire, ou si mon meilleur ami, là ça me touche, là ça peut réparer quelque chose. Ça ne va jamais remplacer ce qui m'a manqué de mon père et de ma mère. Je considère que ce que je reçois étant petit, c'est comme si c'est un capital que je construis. Et si je reçois un capital à ma naissance, le reste de ma vie, je vais vivre de mes intérêts. Mais si je n'ai pas eu ce capital, tout ce qu'on me donne, je vais l'utiliser pour rembourser mes dettes. Mais plus que la personne est importante, plus que la somme qui va être sur mon compte va être importante. Et il se pourrait très très bien que ça colmate un petit peu. Ça ne sera jamais comme avant, mais que ça colmate, ça pourrait très bien. Et qu'en tout cas que ça ajoute sur mon capital résiduel d'estime de moi, ou d'amour de moi, de fierté de moi, de courage, le capital de courage. Et dans mon accompagnement, c'est comme ça que je fonctionne. Pour pas mal de personnes, et je ne sais pas ce qu'ils me l'ont dit, ils se sont en sortis parce que je croyais en eux. Oui, peut-être il y a un peu de manipulation dedans. Manipulation positive, c'est pas manipulation pour faire mal. Mais bien sûr, je fais des choses pour les amener quelque part. J'espère croire, j'ose croire que mon cœur est assez grand par rapport à ça. Mais ce que je voulais seulement dire, c'est que vous pouvez être cette personne aussi. Regardez le vidéo « Soyez fiers de vous ». Rappelez-vous que c'est vous-même que vous avez en face. Et si cette personne en face a besoin de quelque chose, vous pouvez choisir soit de lui dire ce qu'il n'a pas bien fait, ou vous pouvez le valoriser et valider. Soit vous faites GTU, style quelqu'un dit mais écoute je vais très très mal, ma compagne est dure avec moi. Alors vous avez le choix de lui dire mais écoute c'est normal qu'elle est dure avec toi parce que regarde comment tu es comme ci, tu es comme ça, avec l'intention d'aider, vous le cassez. Mais si vous l'écoutez, vraiment, et vous trouvez cette chose à valoriser, cette chose que vous pouvez encourager, style, oui je t'entends, mais je te trouve au contraire telle et telle qualité. Et si vous trouvez la manière, là je n'ai pas l'exemple, mais si vous trouvez donc à stimuler ça, vous êtes peut-être cette personne qui va croire en lui, sans pour autant nécessairement être le sauveteur, hein. Comme je ne le suis pas non plus, je ne suis pas un sauveteur. Les gens respectent bien ma vie privée. Les SMS ou les mails, je peux le lire quand je veux. Très peu de gens m'appellent au secours, réellement. À partir de 19 h le soir, en général, c'est rideau. C'est pour ma vie de famille. Je ne suis pas un sauveteur. Donc ne devenez pas le sauveteur, mais vous pouvez, quand on vous sollicite, vous avez le choix entre GTU, vous cherchez la chose qui ne va pas, ou vous trouvez cette chose qui va lui permettre de mieux s'aimer, d'être un peu plus fier de lui. Et rappelez-vous, parfois il suffit d'une seule personne pour trouver le bonheur, pour trouver juste le petit peu de courage, pour poser juste cet acte-là qui débloque une situation. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.